Bonjour et bienvenue dans le décryptage de Radio Taïwan International de ce mardi 26 mai. Vous êtes en compagnie de Florian Dai et aujourd'hui nous allons parler de musique coloniale espagnole à travers le Mexique, les Philippines et Taïwan. En 1626, des navires espagnols jettent l'ancre à Keelung. Pendant 16 ans, l'Espagne tient des forts au nord de Taïwan avant d'en être chassée par les Hollandais. 4 siècles plus tard, une musicienne française installée au Mexique arrive à Taïwan pour raconter cette histoire à travers la musique. Mélodie Michel est musicologue, bassoniste baroque et spécialiste de la musique coloniale espagnole. Aujourd'hui, c'est la route du Galion de Manille qui l'amène jusqu'ici, le Galion de Manille étant un navire qui allait et venait entre le Mexique et les Philippines, passant au large de Taïwan à l'époque même où les Espagnols tenaient un fort à Keelung. Invité par l'ensemble de musique ancienne The Glim pour le festival España 400, pour une conférence, un atelier et un concert qui auront lieu ce week-end, Mélodie Michel est arrivée à Taïwan il y a quelques jours à peine. Bienvenue à Taïwan. Merci. Donc, j'ai compris que tu as fait le tour du monde entre 2014 et 2016 pour étudier les liens entre musique traditionnelle et musique ancienne. Qu'est-ce que tu cherchais exactement pendant ce voyage ? Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la relation des musiciens avec leur propre musique, dans le sens où la culture occidentale a un certain type de relation avec la musique occidentale, disons classique. Et la musique ancienne, c'est un peu un courant qui essaye d'avoir une vision critique de cette relation. Par exemple, de situer historiquement la façon dont on va interpréter la musique, de la situer aussi de manière culturelle, parfois politique, parfois de manière sonore aussi, de comprendre l'architecture, le lieu, les instruments même, dans les matériaux dans lesquels ils ont été faits. Ça change notre manière de comprendre qu'est-ce que cette musique veut dire. Et en travaillant depuis la Suisse avec des interprètes de musique traditionnelle d'autres pays, il y a eu parfois des clashs ou des moments où les gens me disaient non, si mon instrument est plus moderne, il est mieux qu'un instrument traditionnel. Et là, je me disais, mais on est complètement à l'opposé. Et donc, je me suis dit, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, je suis allée dans 14 pays, sur 4 continents. Et dans chaque pays, j'ai essayé de rencontrer des musiciens, parmi les meilleurs dans ce qu'ils faisaient, ou pas forcément, des gens parfois dans leur village qui simplement jouaient pour leur mariage, mais en tout cas des gens qui avaient une relation très très personnelle, très forte avec leur propre musique, et essayer de comprendre comment eux-mêmes voyaient ce côté, l'évolution de la musique et de son interprétation. D'accord. Et du coup, comment est-ce que ça t'a amené à t'installer au Mexique et à te spécialiser dans la musique coloniale espagnole ? Il y a eu un autre épisode au milieu de ça. Après avoir terminé ce voyage, j'avais envie de continuer à explorer tout ça, mais je sentais que j'avais pas vraiment les outils nécessaires. Il y a quand même un champ d'investigation entier qui s'appelle l'ethnomusicologie. Il y a la musicologie historique. Et moi, j'avais pas d'études vraiment académiques dans ce sens-là. Donc, j'ai cherché. J'ai fini par entrer dans un doctorat à l'université de Santa Cruz en Californie. Et là, finalement, le mélange entre la musicologie historique et l'ethnomusicologie, elle est passée par faire une ethnomusicologie du courant de la musique ancienne. Je me suis dit, pourquoi je ne m'explore pas moi-même avant d'aller explorer les autres ? Et de fil en aiguille, finalement, ma thèse, elle s'est formée autour de la relation entre musique ancienne et Amérique latine. Autant d'un point de vue historique que d'un point de vue social et ethnographique, de comment aujourd'hui les gens vivent cette musique ancienne, occidentale, depuis ou à travers l'Amérique latine. La conférence qui aura lieu ce vendredi en anglais parle d'Acapulco et du Galion de Manille.
Pour nos auditeurs, est-ce que c'est possible de représenter un petit peu ce contexte et la place que Taïwan avait à cette époque dans ce commerce-là, dans ces échanges? Oui, bien sûr. Avant tout, je voudrais quand même préciser, j'ai pas de lapin qui sort de mon chapeau magique et on n'a pas exactement des sources musicales, on n'a pas des partitions, disons, qui étaient sur le galion de Manille. De la musique qui se jouait sur le bateau, il y avait probablement pas de partition. Et il y avait par contre des partitions qui voyageaient pour aller s'installer dans les lieux importants du système colonial espagnol. Et à travers de cette conférence, ce que je veux montrer, c'est un petit peu, finalement, simplement donner un contexte, expliquer que l'arrivée des Espagnols, elle s'est faite complètement à travers du Mexique. Les bateaux ne sont pas partis d'Espagne directement pour arriver ni à Taïwan ni à Manille. Par contre, ils sont partis d'Acapulco, ce qui implique que si bien ils étaient sous des injonctions de la couronne espagnole et dirigés par des gens probablement soit espagnols, soit d'origine espagnole, les gens qui faisaient partie de ces embarcations, il y avait des personnes mexicaines originaires du Mexique, des indigènes, qui sont partis avec eux et qui ont fait partie de cette colonisation qu'on dit donc espagnole, mais qui finalement impliqué pour des raisons pratiques et logistiques et humaines toute une série d'emporter une partie du Mexique vers l'Asie. Et l'objectif de ce galion, donc, c'était bien Manille, mais il y avait des ports sur le chemin pour faciliter la logistique, et donc Taïwan à un moment donné a fait partie de cette route qui liait plusieurs parties des archipels qu'ils ont rencontrés. Et plus que ça, c'est aussi partie d'une question de bataille, de pouvoir et d'espace, en fait, de contrôle géographique des mers. Et qu'est-ce qui voyageait un peu sur ces bateaux? Donc il y avait beaucoup d'épices, il y avait de l'argent, il y avait de la musique, il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi des éléments militaires, évidemment. La musique était très importante parce que dans le système de la colonisation espagnole, la partie culturelle était extrêmement sensible dans le sens où elle justifiait la domination sur certains peuples par l'idée de la conversion au christianisme. Et la musique comme élément non verbal a servi à chaque moment de la colonie et à chaque moment de cet effort de pouvoir doux, disons, non, de dominer à travers de la culture quand la coercion n'était pas suffisante. Et puis, je parle des éléments militaires aussi parce que j'ai découvert à travers de cette recherche quelque chose que moi je ne savais pas, mais qu'il y a eu à un moment donné un plan très détaillé et très complet d'invasion de Chine par les Espagnols. Donc, je me souviens plus quel était le nom du général ou de la personne en charge de la partie militaire à Manille. Il avait formé depuis Manille son armée, son contingent pour aller, selon lui, envahir la Chine, parce qu'il avait l'air de penser qu'il allait se faire très facilement. et pour des raisons internes, la couronne espagnole n'a pas approuvé son plan. Mais c'était pas pour des questions stratégiques ni militaires, c'est juste parce qu'il y avait quelqu'un qui était contre lui et donc une espèce des désaccords entre certaines fractions de la couronne qui étaient contre le général pour des raisons personnelles, a fini par convaincre le roi de ne pas le faire. Mais c'était vraiment une histoire personnelle. C'était pas une idée que cette entreprise allait échouer, ce qui aurait probablement été le cas. Mais voilà, j'ai découvert plein de petites choses à travers de cette recherche qui permettent d'éclairer quel était l'objectif, l'idée des Espagnols et l'idée d'eux-mêmes aussi, de ce qu'ils pensaient être possible ou pas et de quelle manière ils pensaient envahir le monde, ce qui était un petit peu leur idée. Cette invasion de la Chine n'a pas eu lieu par l'Espagne. Mais il y a quand même eu une présence très très longue des Espagnols au Mexique ou dans la Nouvelle-Espagne de l'époque. Les Philippines aussi, c'était quand même très long. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau musical dans ces rencontres entre les différentes cultures? Parce que donc les Espagnols utilisaient la musique
comme outil de conversion, quelque part aussi, c'est ça? Quel mélange ou quel métissage il y a eu au niveau musical? C'est un thème qui est très débattu et il y a beaucoup d'idées préconçues qui ont fait un long chemin et qui ne sont pas fausses en soi, mais qu'il faut toujours replacer dans leur contexte et faire attention au discours qu'on a. Dans le sens où il y a depuis Vasconcelos, qui était ministre de l'Éducation au Mexique au début du XXe siècle, il avait un petit peu cette idée de la raza cósmica, une race cosmique, qui était l'intégration des Noirs qui venaient d'Afrique, des indigènes qui venaient du Mexique et des Espagnols dans une super race qui était le mélange des trois. Mais évidemment, ce mélange, il avait quand même comme objectif de ressembler beaucoup à la culture occidentale, donc c'était pas non plus complètement neutre. Mais ça a été tellement important, cette idée de la race cosmique et ce mélange des cultures, que les musiciens et les musicologues se sont beaucoup servis de ça, notamment à partir de 1992, quand il y a eu la célébration des 500 ans de la découverte de l'Amérique. C'est un moment où il y a certains musiciens ou producteurs, entre autres européens et en particulier français, de faire revivre cette idée d'une musique originale des Amériques, qui serait le fruit de cette rencontre un petit peu fraternelle des trois cultures. Alors oui et non. Effectivement, la musique en Nouvelle-Espagne, elle est un petit peu différente de la musique... il y a plusieurs musiques en Nouvelle-Espagne, il y a plusieurs musiques en Espagne. La musique officielle de la Nouvelle-Espagne, en particulier la musique religieuse, elle est calquée absolument sur le modèle espagnol. L'idée, c'était vraiment de ressembler le plus possible à l'Espagne et d'être comme les Espagnols et de faire quelque chose de vraiment similaire. Après, il y a des différences, mais les différences, elles sont plutôt au niveau idéologique ou sur certains aspects de la religion, où il y a certains saints, par exemple Saint-Pierre, qui est devenu plus important en Nouvelle-Espagne, ou certaines odes à la Vierge Marie qui ont pris un chemin un petit peu différent, mais qui est plus en fait dans le sens de les criollos, les créoles, c'est-à-dire les gens qui sont issus des Espagnols mais qui naissent aux Amériques, ont besoin de se justifier aussi un petit peu culturellement. Donc ils font quelque chose un petit peu personnel qui leur appartient, mais très clairement, c'est une musique qui est influencée par la musique espagnole. Après, il y a aussi la musique non officielle. Il y a la musique de rue, il y a la musique dans les ports comme Veracruz, où il y a vraiment une énorme mixité raciale et sociale. Il y a des créations qui se font, alors là, oui, effectivement, qui prennent racine de plusieurs cultures et qui créent une nouvelle culture originale. Par exemple, il y a ce style musical qui est le son jarocho, qui veut dire la chanson veracruzaine de Veracruz, et qui a vraiment des influences très, très mélangées. Et c'est vrai que dans beaucoup, beaucoup de musique traditionnelle, de tradition orale mexicaine, il y a une certaine présence de certains éléments de la musique baroque espagnole. Et ça a été aussi beaucoup mis en avant, parfois un peu surestimé, parfois utilisé. Mais effectivement, il y a des formes de structure musicale, rythmique, harmonique et poétique qui ressemblent beaucoup plus à la musique baroque espagnole que la musique populaire espagnole elle-même. Et donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont intéressantes. Dans le cadre de ce concert, on fera surtout de la musique religieuse pour une raison simple, c'est cette musique-là qui a été notée sur des partitions. Et donc quand on fait la musique historique, on vient de la discipline histoire, qui généralement
a l'habitude de s'intéresser plutôt aux sources écrites, qui est quelque chose qui est en train de changer évidemment, mais finalement c'est les sources qu'on a. On sait qu'au XVIe siècle, il y avait telle partition qui existait. Après, ça ne nous dit pas comment elle était chantée, comment elle était jouée. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent d'une recherche constante pour réinventer ces éléments. Ceci dit, c'est vrai qu'au Mexique, il y a quelque chose de très particulier et qui est en train de se développer en ce moment, ces dernières années. C'est que cette relation entre la musique orale existante maintenant au Mexique et la musique ancienne des débuts de la colonie, elle est tellement présente que finalement on se rend compte qu'il y a certaines communautés un petit peu isolées et surtout dans des communautés plutôt indigènes, même si elles ont adopté la religion chrétienne. Il y a certaines pratiques musicales qu'on arriverait à comparer à des musiques écrites en Nouvelle-Espagne, mais aussi à des pratiques orales dont on a certaines références dans des écrits pratiquement du Moyen-Âge en Europe. Donc, c'est un petit peu la seule, que je connaisse, après il y a peut-être d'autres choses qui vont surgir, mais une des rares constantes d'une tradition musicale qui vient directement du Moyen-Âge européen, et qui a survécu jusqu'à nos jours. Et c'est marrant parce qu'elle ne se trouve pas en Europe, mais elle se trouve, en tout cas au Mexique, il y a certaines traces. C'est très léger, subtil, il faut prendre beaucoup de pincettes, évidemment. Mais voilà, je trouve ça intéressant parce que d'étudier la musique ancienne, finalement la musique coloniale, elle nous donne aussi beaucoup d'éléments sur des choses qui se faisaient dans la colonie et qui ont disparu en métropole. Pour venir au concert qui aura lieu ce samedi soir à Taipei, est-ce que c'est possible de nous indiquer un petit peu qu'est-ce qui sera présenté, qu'est-ce qui en fait sa particularité ? Oui, l'idée de ce concert de samedi, c'est de montrer un petit peu quelles étaient les pratiques musicales qu'on connaît aujourd'hui et dont on a des sources et des preuves dans la Nouvelle-Espagne en général. C'est un petit peu pour donner un contexte. Maintenant qu'on a dit que la Nouvelle-Espagne était importante sur ce trajet des Espagnols vers Taïwan, qu'est-ce qu'il y avait au milieu ? Donc le concert, le programme va donner une vue très large de tout ce qui a pu se faire dans le cas de la musique officielle et liée à la religion chrétienne dans le territoire qui est maintenant le Mexique, le Guatemala et le sud de la Californie, sur un temps historique d'à peu près 2 siècles, voire plus, parce qu'il y a les premières sources sont du fin du XVIe siècle et les dernières sont du XIXe siècle. Et on a même justement une source orale qui est contemporaine. Et j'essaye de donner aussi un petit peu une vision globale de quelle manière la musique liée à la religion chrétienne se faisait, alors soit dans les cathédrales, c'est-à-dire des lieux vraiment de pouvoir, où c'était surtout un privilège de blanc de pouvoir s'intégrer dans le rite religieux. Après, on sait aussi que d'autres personnes et d'autres cercles ethniques participaient aussi d'une autre manière, de manière un petit peu plus périphérique, mais ils étaient aussi présents. Et aussi des musiques, par exemple des missions, qui sont dans des villages, par exemple des villages au Guatemala ou des missions en Californie, qui sont des lieux avec restreints au niveau du nombre de personnes qui participent au rite religieux et qui chantent en particulier, et puis surtout qu'il y a des gens qui n'ont pas une formation, une éducation musicale comme des gens qui viennent directement d'Espagne ou qui ont été formés dans des centres spécialisés liés aux cathédrales et aux grands centres culturels de la Nouvelle-Espagne. Donc on a des écritures musicales très différentes, des interprétations, alors ça c'est des choix d'interprétation aussi assez différents. J'essaie de montrer aussi l'influence italienne qui a eu lieu au moment du passage entre les Habsbourg et les Bourbons de la couronne espagnole,
il y a eu un changement de style, d'esthétique musicale très très fort, très marqué et très soudain, avec l'intégration de la musique baroque italienne et le violon, le basso continuo, qui est une forme d'accompagnement très spécifique, et un type de chant aussi qui se rapproche du bel canto. Donc on a un petit peu tout ça. J'essaie de faire un petit peu une présentation le plus globale possible sur un thème qui est assez concret, non, la musique religieuse en Nouvelle-Espagne, mais finalement montrer la diversité et aussi le grand volume de répertoire musical qui existe et dont on va présenter seulement un tout petit pourcentage. Merci beaucoup Mélodie Michel pour cette présentation. Est-ce qu'il y a autre chose que je n'ai pas encore demandé qui semble important à préciser pour compléter ? Un dernier mot pour conclure. Ce qui va être intéressant dans ce concert de samedi, c'est que le rassemblement de personnes qui vont participer à l'interprétation de cette musique est assez inédit. Il y a certains membres de l'ensemble de Gleam Ensemble, qui est de Taïwan, dont une musicienne qui est japonaise, mais qui habite ici. Il y a un autre ensemble, Musica Ex Machina, qui vient de Séoul. Donc on a 3 musiciens coréens qui se joignent, et moi qui suis française, même si j'habite au Mexique. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas pu inviter, moi-même j'avais l'intention de venir avec mon propre ensemble de musiciens mexicains pour qu'ils puissent représenter eux-mêmes leur propre musique. Et pour des raisons pratiques, et puis j'ai envie de dire un petit peu inévitables, ça a été très difficile de trouver les financements. Le Mexique n'a pas forcément les mêmes politiques de visibilité culturelle à l'international, comme par exemple la France, ou des systèmes de bourses qui peuvent peut-être exister en Corée ou ici. Donc ça n'a pas été possible pour cette occasion, mais j'espère que pour une prochaine fois, renforcer les liens interpacifiques entre plusieurs pays d'Asie de l'Est et des pays d'Amérique latine. Merci beaucoup, c'était Mélodie Michel pour Radio Taïwan International. Et pour finir, je vous laisse écouter un extrait de la première répétition avec les musiciens de Corée, de Taïwan et Mélodie Michel pour le concert qui aura lieu ce samedi à Taipei.